L'algorithme silencieux. Il existe une séquence historique, un algorithme silencieux qui a provoqué la chute de 3 gouvernements majeurs au cours des 250 dernières années. En 2025, les États-Unis ne se contentent pas d'observer ce modèle. Ils le reproduisent, étape par étape, grief après grief. Rembobinons l'histoire. 1789, la France. C'est la superpuissance incontestée de l'Europe, riche, cultivée, dominante. 5 ans plus tard, la monarchie millénaire est abolie, le roi a disparu, et le pays traverse une crise interne d'une intensité inouïe, où des milliers de citoyens sont effacés du corps social pour des raisons politiques. 1917, la Russie. Un empire colossal s'étendant sur 2 continents, dirigé par un tsar au pouvoir absolu. En moins d'1 an, le régime se désintègre totalement. La famille impériale est éliminée, et le pays sombre dans un conflit interne dévastateur qui redéfinira le XXe siècle. 1959, Cuba. L'île la plus prospère des Caraïbes, une destination de luxe. En 2 ans, l'ordre établi est renversé, la propriété privée abolie, et un régime autoritaire s'installe pour 60 ans. 3 nations, 3 siècles différents, mais une seule et même séquence en 6 temps. À chaque fois, les dirigeants n'ont rien vu venir. Ils pensaient que leurs institutions étaient insubmersibles. Ils se trompaient lourdement. Aujourd'hui, tous les indicateurs structurels qui ont précédé ces 3 ruptures clignotent aux États-Unis. La fracture des richesses, la déconnexion des élites, la perte totale de foi dans le système. Nous ne nous dirigeons pas vers ce modèle. Nous sommes déjà verrouillés dans l'étape 4. L'histoire nous enseigne que le passage aux étapes 5 et 6 n'est pas graduel, mais foudroyant. Définir la rupture. Avant de décoder ce cycle, il faut comprendre ce qu'est réellement une révolution au sens systémique. Ce n'est pas une simple alternance politique. C'est une réinitialisation totale du système d'exploitation d'une société. L'ordre ancien est déclaré caduc et remplacé par une nouvelle structure, souvent plus rigide. Contrairement à une idée reçue, la pauvreté seule ne suffit pas. Si c'était le cas, le monde serait en état de rupture permanente. Les grands basculements surviennent quand l'écart entre les attentes d'une population et sa réalité devient insupportable. Quand le contrat social, l'idée que le mérite mène à la stabilité, est rompu. Le moment critique est atteint quand les citoyens perdent la conviction que le système peut se réparer lui-même, quand les voies légales, élections, justice, ne sont plus perçues comme des solutions, mais comme des parties du problème. C'est là que la rupture devient inévitable. Analysons les faits. Case d'étude. 1. La France, le modèle originel. Pour comprendre le mécanisme interne d'un effondrement systémique, il faut revenir à la source, au laboratoire politique de l'époque moderne, la France de la fin du XVIIIe siècle. Imaginez un instant la puissance de ce pays. Versailles n'est pas juste un palais, c'est le centre gravitationnel de l'Europe. La langue française est parlée dans toutes les cours, de Saint-Pétersbourg à Madrid. L'armée est la plus respectée du continent. La culture rayonne. Vu de l'extérieur, le colosse semble éternel. Mais de l'intérieur, les termites ont déjà dévoré la charpente. Ce qui va suivre n'est pas un accident de l'histoire, c'est une faillite structurelle en 3 actes précis. Acte 1, l'inégalité comme système de gouvernement. Étape 1. La France de 1780 n'est pas juste inégale. Elle est juridiquement verrouillée dans l'inégalité. La société est divisée en 3 castes rigides. D'un côté, vous avez le clergé et la noblesse. Ils représentent à peine 2% de la population, soit environ 500 000 personnes sur 26 millions. Pourtant, ils détiennent entre 35 et 40% des meilleures terres du royaume. Leur privilège le plus exorbitant, ils ne paient quasiment aucun impôt direct. De l'autre côté, vous avez le tiers-État. C'est tout le reste de la nation. Le paysan qui cultive sa parcelle, l'artisan de Paris, mais aussi le riche armateur de Bordeaux ou le banquier lyonnais. Eux supportent 100% de la charge fiscale royale, en plus des dîmes dues à l'Église et des droits seigneuriaux hérités du Moyen-Âge. En 1788, le climat s'en mêle. Des orages catastrophiques détruisent les récoltes. Le prix du pain, base de l'alimentation populaire, double en quelques mois. Une famille ouvrière doit dépenser 80% de son revenu juste pour ne pas mourir de faim. Pendant ce temps, à la cour, les fêtes continuent, les pensions sont versées aux favoris. Ce décalage entre la détresse matérielle du peuple et l'insouciance affichée des élites devient un poison moral. Le sentiment d'injustice devient plus fort que la peur de l'autorité. Acte 2. La paralysie au sommet, étape 2. Face à cette crise, l'État aurait pu réagir. Mais le sommet de la pyramide est paralysé. Louis XVI n'est pas un tyran. C'est un homme plein de bonnes intentions, mais tragiquement faible. Il hérite d'une dette colossale, aggravée par le financement de la guerre d'indépendance américaine, une victoire géopolitique qui se transforme en désastre financier. L'État est techniquement en faillite.
Les ministres lucides, comme Turgot ou Necker, proposent la seule solution viable, l'égalité fiscale, faire payer les riches. Mais chaque tentative de réforme se heurte au mur des parlements, ces cours de justice tenus par la haute noblesse, qui bloquent systématiquement tout changement menaçant leurs privilèges. Le système est bloqué. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer, il ne peut que casser. Acte 3. La défection des cerveaux, étape 3. C'est le point de bascule, le moment précis où une crise gérable devient une révolution inévitable. Et c'est l'aspect le plus mal compris de la mécanique révolutionnaire. L'histoire populaire aime l'image romantique des foules affamées prenant d'assaut les palais. Mais la vérité est plus complexe. Les foules fournissent l'énergie cinétique, mais ce sont les élites frustrées qui fournissent le logiciel de la révolte. Une révolution ne commence pas quand les pauvres sont en colère, elle commence quand une partie de l'élite intellectuelle et économique est bloquée dans son ascension et décide que le système actuel ne lui permet plus de réaliser ses ambitions. Regardez la France de 1789. Qui sont les architectes de la rupture ? Maximilien de Robespierre n'est pas un sans-culotte. C'est un avocat brillant d'Arras, un boursier qui connaît ses classiques latins sur le bout des doigts. Georges Danton, un autre avocat, un orateur puissant qui maîtrise les rouages de la justice parisienne. L'abbé Sieyès, un homme d'église, un penseur qui a théorisé mathématiquement pourquoi le tiers-état était tout et ne représentait rien. Le comte de Mirabeau, un noble, mais un noble rejeté par sa propre caste, déclassé, qui met son génie oratoire au service de la Révolution. Ce sont des hommes qui possèdent le talent, l'éducation et l'ambition pour diriger le pays, mais qui se heurtent à un plafond de verre infranchissable, leur naissance. Dans une monarchie héréditaire, le génie ne suffit pas si le sang n'est pas bleu. Cette frustration est un carburant explosif. Lorsqu'ils arrivent à Versailles en mai 1789 pour les États généraux, ils ne sont pas encore des républicains. Ils sont des réformateurs monarchistes. Ils veulent une monarchie à l'anglaise, rationnelle, où le talent primerait sur la naissance. Mais face à eux, ils trouvent un roi indécis, manipulé par une cour qui refuse de céder un millimètre de ses prérogatives féodales. On leur ferme les portes des salles de réunion, on les humilie par le protocole. C'est cette obstination du vieux monde qui pousse ces esprits brillants à franchir le Rubicon. Le 17 juin 1789, et surtout lors du célèbre serment du jeu de paume quelques jours plus tard, ils commettent en acte fondateur un coup d'état juridique. Sans tirer un seul coup de feu, ils déclarent que le roi n'est plus la source unique de la souveraineté. Ils affirment « La souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et puisque nous représentons la nation, nous sommes le nouveau pouvoir légitime. » À cet instant précis, sur le papier, la monarchie absolue de droit divin, vieille de 1000 ans, cesse d'exister. La digue intellectuelle est rompue. L'effet domino. Étapes 4, 5 et 6. Une fois que l'autorité centrale perd sa légitimité mystique, tout s'accélère. L'étape 4 arrive le 14 juillet. Le roi tente de reprendre le contrôle par la force en massant des troupes autour de Paris. La réponse populaire est la prise de la Bastille. Ce n'est pas stratégiquement important, la forteresse était quasi vide, mais c'est symboliquement vital. Le roi a perdu le monopole de la violence légitime. L'étape 5 est la radicalisation inéluctable. Face à la guerre déclarée par toutes les monarchies d'Europe qui veulent écraser la Révolution, la République naissante se durcit. Les modérés, qui voulaient juste une monarchie constitutionnelle, sont balayés par ceux qui veulent une refonte totale de la société. Cela mène à l'étape 6, la période de 1713-1794, souvent appelée la Terreur. Ce n'est plus l'anarchie, c'est au contraire une reprise en main impitoyable par l'État. Un gouvernement de crise qui suspend toutes les libertés pour sauver la République, utilisant la guillotine non plus comme un outil de justice, mais comme un outil de gestion politique pour éliminer les factions rivales. Le pays, épuisé par 10 ans de chaos, d'inflation et de guerre perpétuelle, finira par s'offrir à la première épée qui lui promettra l'ordre, un jeune général corse nommé Napoléon Bonaparte. Le cycle se termine par un retour à l'autoritarisme, mais sous une forme modernisée. Caisse d'étude 2, la Russie, le géant aux pieds d'argile. Changeons de décor et d'époque. Nous sommes au début du XXe siècle, dans l'empire le plus vaste de la planète. La Russie des tsars est une anomalie, un fossile vivant. C'est une autocratie qui prétend gouverner 170 millions d'âmes comme au Moyen-Âge, tout en essayant de s'industrialiser à marche forcée. Le diagnostic clinique révèle les mêmes pathologies qu'en France, mais à une échelle continentale. L'inégalité médiévale. Étape 1. Décrire l'inégalité russe de 1914 dépasse l'entendement moderne. D'un côté, vous avez Saint-Pétersbourg et Moscou. L'aristocratie y vit dans une bulle dorée d'une sophistication extrême.
Ils parlent mot français entre eux, dépensent des fortunes en bijoux Fabergé et organisent donc des bals d'hiver légendaires pendant que le pays grelotte. De l'autre, vous avez la Russie profonde. 80% de la population sont des moudjiks, des paysans qui vivent dans des isbas en bois, souvent illettrés, travaillant avec des outils archaïques. Le servage n'a été aboli qu'en 1861. Et économiquement, ils sont toujours enchaînés à des dettes envers les grands propriétaires terriens. Entre les deux, une classe ouvrière naissante s'entasse dans les faubourgs industriels. Ils travaillent 12 à 14 heures par jour dans des conditions de sécurité inexistantes, pour des salaires qui permettent à peine de survivre. Les grèves sont illégales et réprimées par la troupe. C'est une poudrière sociale qui n'attend qu'une étincelle. L'autisme du pouvoir, étape 2. À la tête de ce volcan se trouve le tsar Nicolas II. C'est un homme qui aime sincèrement sa famille, mais qui est un désastre politique absolu. Il est persuadé d'avoir été choisi par Dieu, et considère toute demande de constitution comme un blasphème personnel. Isolé dans son palais de Tsarskoye Selo, il écoute davantage sa femme Alexandra et son conseiller mystique Raspoutine que ses ministres compétents. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'Empire jette ses dernières forces dans un conflit industriel pour lequel il n'est pas prêt. Le résultat est une catastrophe logistique. L'industrie russe ne peut pas produire assez d'obus. Le réseau ferroviaire, insuffisant, sature complètement. Les trains qui amènent des soldats au front ne peuvent plus amener de céréales vers les villes. Dès 1916, les grandes villes commencent à avoir faim. Les soldats au front se battent parfois pieds nus, attendant qu'un camarade tombe pour récupérer son fusil. Aux yeux de la population, ce n'est plus seulement de l'incompétence, c'est une trahison criminelle de la part des élites dirigeantes. L'effondrement et la prise de contrôle. Étape 4 en 5. Février 1917. L'hiver est glacial. À Petrograd, les boulangeries sont vides. Ce sont les femmes, les ouvrières du textile, qui sortent les premières pour réclamer du pain. Les ouvriers métallurgistes les rejoignent. Le tsar, depuis le front, envoie un télégramme pour ordonner de faire cesser ces désordres, par la force. C'est ici que se joue le basculement de l'étape 4. Les soldats de la garnison de Petrograd ne sont pas des troupes d'élite. Ce sont des jeunes recrues paysannes ou des réservistes blessés qui ne veulent pas retourner au front. Quand on leur ordonne de tirer sur la foule, une foule qui ressemble à leur mère et à leur sœur, ils baissent les armes. Pire, ils retournent leurs fusils contre leurs officiers. En 48 heures, le régime tsariste, vieux de 300 ans, s'évapore. Il n'a plus personne pour le défendre. Nicolas II abdique dans un train bloqué par la neige. Un gouvernement provisoire, composé de libéraux modérés, tente de prendre la relève. Mais ils sont déconnectés de la réalité populaire. Ils veulent faire de la Russie une démocratie parlementaire à l'occidentale, alors que le peuple veut deux choses immédiates, la fin de la guerre et le partage des terres. En refusant d'arrêter la guerre, ils signent leur arrêt de mort politique. C'est ce vide qui permet l'étape 5, l'ascension de Lénine. Contrairement aux autres révolutionnaires qui débattent sans fin dans les salons, Lénine est un pragmatique impitoyable. Il comprend que dans le chaos, celui qui est le mieux organisé l'emporte. Son parti bolchevique est minoritaire, mais il est discipliné comme une armée. Son programme est d'une simplicité biblique. La paix immédiate, la terre aux paysans, tout le pouvoir aux soviets, les conseils ouvriers. En octobre 1917, le fruit est mûr. Les bolcheviks n'ont presque pas besoin de se battre. Ils entrent simplement dans le palais d'hiver et arrêtent des ministres que plus personne ne défend. La suite, étape 6, ne sera pas une transition pacifique, mais une guerre civile d'une férocité absolue, suivie par la mise en place d'un État totalitaire qui verrouillera la société russe pour 3 générations. Casse d'études. 3. Cuba, la rupture moderne. Notre dernier exemple nous rapproche de notre ère moderne. Cuba, dans les années 1950, n'est pas le cliché du pays du tiers-monde miséreux. C'est, selon les statistiques de l'époque, l'un des pays les plus développés d'Amérique latine. Le revenu par habitant est élevé. La Havane est une métropole scintillante remplie de cinémas, de cabarets et de Cadillacs. C'est le Las Vegas des tropiques, une destination de rêve pour les touristes américains. Mais cette vitrine est un trompe-l'œil qui cache une société profondément fracturée. La kleptocratie tropicale. Étape 1 en 2. La richesse de Cuba est réelle, mais elle est confisquée. Elle circule en circuit fermé entre les grandes compagnies sucrières américaines, une petite bourgeoisie urbaine à la Havane et le cercle rapproché du dictateur Fulgencio Batista. Le reste du pays, surtout les zones rurales de l'Est, vit dans un autre siècle. Les paysans saisonniers, les Guajiros, ne travaillent que quelques mois par an pendant la récolte de canne à sucre et survivent le reste du temps dans des huttes de terre battue sans accès à l'éducation ou à la santé moderne. Le régime de Batista n'est pas seulement autoritaire, il est vulgairement corrompu. Il a transformé la Havane en terrain de jeu pour la mafia américaine, percevant sa part sur chaque table de jeu et chaque hôtel de luxe.
Pour le Cubain moyen, patriote et fier, voir son pays transformé en bordel de luxe pour étrangers est une humiliation quotidienne. L'avocate qui prit le maquis, étape 3 en 4. C'est là qu'intervient encore une fois la défection des élites. Fidel Castro n'est pas un paysan affamé, c'est le fils d'un riche propriétaire terrien, éduqué dans les meilleures écoles jésuites, docteur en droit de l'université de La Havane. Il représente cette classe moyenne éduquée, qui ne supporte plus le verrouillage politique. Il tente d'abord de jouer le jeu, se présentant aux élections parlementaires. Mais quand Batista annule le scrutin par un coup d'État militaire en 1952, Castro comprend que la voie légale est morte. Sa guérilla, lancée en 1956 dans les montagnes de la Sierra Maestra, était militairement faible au début, mais elle est politiquement redoutable. Castro utilise une arme moderne, la communication. Via Radio Rebelde et des interviews données au New York Times, il se construit une image de Robin des Bois démocrate. Pendant ce temps, Batista tombe dans le piège classique. Il répond à une menace chirurgicale par une répression aveugle. Sa police torture et élimine les suspects dans les villes. Chaque acte de brutalité pousse un peu plus la classe moyenne modérée, les étudiants, les prêtres, les petits commerçants, à soutenir financièrement et moralement les barbudos de la montagne. Étape 4. À la fin de 1958, le régime n'est pas vaincu militairement. Il est dissous moralement. Les États-Unis, embarrassés par leur allié trop visiblement corrompu, arrêtent de lui livrer des armes. Le 31 décembre 1958, Batista comprend que c'est fini. Il remplit des avions avec ses proches et le Trésor national et fuit vers la République dominicaine. L'effondrement est total. Mais l'illusion de la liberté sera brève. Dès les premiers mois de 1959, l'étape 6 s'enclenche. Ce qui commence par des procès publics des tortionnaires du régime précédent se transforme rapidement en une mise au pas systématique de toute la société. La presse indépendante est muselée, les élections promises sont repoussées indéfiniment, et l'économie est totalement étatisée. Le cycle révolutionnaire a une fois de plus accouché d'un pouvoir absolu. La synthèse. L'algorithme de la rupture. Si nous prenons du recul, le schéma apparaît dans toute sa clarté mécanique. Ce n'est pas de la politique, c'est une suite logique. Étape 1. La fracture sociale, une concentration extrême des ressources au sommet, tandis que la majorité stagne. Étape 2. La paralysie institutionnelle. Un gouvernement perçu comme incompétent ou capturé par des intérêts privés, incapable de se réformer lui-même. Étape 3. La défection des élites, le moment crucial où les citoyens les plus éduqués et capables perdent leur foi en l'avenir et commencent à théoriser la nécessité d'une rupture. Étape 4. La crise de légitimité. Quand une masse critique ne reconnaît plus l'autorité morale de l'État, justice, médias, processus électoral. Étape 5. L'alternative radicale. Des mouvements hors système gagnent une popularité de masse en promettant de faire table rase. Étape 6. La rupture. L'effondrement de l'ancien système, suivi non pas par la liberté immédiate, mais par une période de forte instabilité ou d'autoritarisme pour rétablir l'ordre. Le diagnostic américain, 2025. C'est ici que l'histoire cesse d'être un divertissement pour devenir un avertissement. Si nous appliquons cette grille de lecture aux États-Unis en 2025, le résultat est sans appel. Nous avons validé les 4 premières étapes. Étape 1, fracture, validé. Aujourd'hui, les 0,1% les plus riches américains possèdent autant de richesses que les 90% du bas de l'échelle. C'est un niveau de concentration comparable à celui de la France de 1789. Nous avons une économie à 2 vitesses. Des jets privés d'un côté et des millions de travailleurs qui ne peuvent plus se loger ou se soigner de l'autre. La pression monte. Étape 2, paralysie. Validé. La confiance dans le Congrès oscille autour de 15%. Qui croit encore que le gouvernement travaille pour l'intérêt général? Les infrastructures vieillissent. La dette dépasse les 36 000 milliards. Mais le système politique semble bloqué dans une guerre partisane perpétuelle, incapable de résoudre les problèmes réels des citoyens. Étape 3, défection. Validé. C'est le signe le plus alarmant. Une génération entière de diplômés est écrasée par la dette étudiante, sans accès à la propriété. Ces jeunes éduqués, qui devraient être les piliers de la stabilité future, sont désillusionnés. Ils ne croient plus aux rêves américains et cherchent des coupables. Les élites mondialistes, pour les uns, le système oppressif pour les autres. Étape 4, légitimité brisée. Nous y sommes. Le pays est fracturé en 2 réalités distinctes. Une moitié croit que les élections sont manipulées. L'autre moitié pense que les institutions judiciaires sont politisées. Il n'y a plus de terrain d'entente, plus de faits communs acceptés par tous. Quand la confiance disparaît, le contrat social est rompu. L'avenir n'est pas écrit. Nous sommes aujourd'hui sur la ligne de crête, oscillant vers l'étape 5,
Les discours radicaux, qui semblaient impensables il y a 10 ans, se normalisent. L'idée que le système doit être démantelé plutôt que réformé gagne du terrain chaque jour. À quoi ressemblerait l'étape 6 aux États-Unis ? Probablement pas à la prise de la Bastille. Elle pourrait prendre la forme d'une grande paralysie. Une crise constitutionnelle où les États refusent d'obéir au gouvernement fédéral, une fragmentation de l'autorité, une instabilité chronique qui mettrait fin au statut de superpuissance mondiale. L'exceptionnalisme américain est un mythe dangereux. L'Espagne se croyait spéciale. La France se croyait intouchable. L'histoire est un cimetière d'empires qui pensaient que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Comprendre ce cycle, ce n'est pas être pessimiste, c'est être lucide. Si nous voulons éviter l'étape 6, il faut avoir le courage de regarder l'étape 4 en face. Si cette analyse vous a aidé à voir au-delà du bruit médiatique quotidien, abonnez-vous. Car lorsque l'histoire accélère, ceux qui comprennent le schéma ont une longueur d'avance.